Salut, j'espère que tu vas bien. Très content de te présenter ce nouveau concept de vidéo, concept dans lequel je vais analyser l'une de vos parties. Donc ça s'adresse aux abonnés de ma newsletter, vous pouvez encore rejoindre celle-ci et m'envoyer une de vos parties par mail et je vous l'analyserai en détail en vidéo. Donc voilà, je sais que c'est très difficile de présenter une partie en sachant personnellement qu'elle sera analysée en public. Donc bien sûr, moi je serai hyper bienveillant, le but c'est vraiment de vous aider à progresser, vous montrer des choses. Donc voilà, il n'y a pas du tout de question d'ego ou quoi, c'est vraiment... le but c'est de vous aider et de rendre ça sympa. Donc pour rendre ça un peu plus interactif, j'ai mis un barème. Bon, ce barème, c'est à prendre avec des pincettes, hein, c'est surtout pour le côté un peu plus fun de la vidéo. Et pour cette vidéo, j'ai déjà un premier volontaire, donc il s'agit de Hugo Moulax. Alors Hugo Moulax, je le connais personnellement, donc voilà, peut-être que je me permettrai quelques blagues dans la vidéo, mais bon, je sais qu'il sera consentant. Mais globalement, ouais, je serai très très cool, hein. Donc là, il commence avec D4 à l'adversaire. Et là, premier problème avec mon ami Hugo, il joue E5. Alors E5, Hugo, je sais pas ce qu'il t'a pris. Bon déjà, hein, j'ai pas tilté tout de suite, je t'avoue, mais je pense qu'en fait, vu que tu as joué instantanément le coup, je pense que c'était juste un pré-move et que voilà, tu t'attendais peut-être. Je pense sur E4, tu voulais jouer automatiquement E5, je pense, et rentrer dans ton répertoire sur E4. À mon avis, voilà, t'es juste allé un peu vite. Enfin, j'espère, parce que E5 c'est vraiment pas bon contre D4. Je sais que sur D4 il existe un peu, on appelle ça le gambit de Budapest, cavalier F6, C4, E5, puis on prend E5, cavalier G4. Et ok, globalement, c'est très intéressant à jouer en blitz pour les noirs, mais voilà, si on connaît très bien pour les blancs, il n'y a pas trop de problème. Mais là, E5 directement, ça a vraiment pas l'air très fort. Par exemple, si les blancs prennent E5, ce qui est le meilleur coup, hein, on gagne juste un pion gratuitement. Peut-être que les noirs peuvent essayer cavalier C6, attaquer le pion, cavalier F3, D6, mais je vois pas trop où est le souci sur un coup comme fou F4 par exemple, ou voire même pion E4. Enfin, je pense que les blancs peuvent soit rendre le pion, soit s'accrocher à ce pion, et dans tous les cas, il n'y aura pas trop de problèmes. Donc voilà, ça c'est vraiment un gambit que je recommande pas. Bon, peut-être que j'ai pas saisi toutes les subtilités du gambit, mais je pense pas prendre trop de risques en disant que c'est très mauvais. Donc voilà, ne jouez surtout pas, même de manière générale, hein, je fais une parenthèse un peu plus vaste, jouez pas trop des pièges aux échecs. Vraiment, sur le long terme, ça vous aidera pas à progresser, hein. C'est vraiment quelque chose sur lequel je suis contre, hein. Essayez de jouer plutôt des vraies ouvertures et progresser dessus. Enfin bref. Voilà, l'adversaire, là il s'est trompé, hein, il aurait dû prendre en E5 comme je l'ai dit. Ici il a joué C4. Donc là, Hugo a joué le meilleur coup, c'est-à-dire qu'il prend D4. Pourquoi il prend D4? Parce que du coup la dame va a priori reprendre ce pion. Et pour les débutants, en fait, il y a un principe à connaître, c'est que la dame ne doit jamais sortir trop vite dans l'ouverture. Pourquoi? Parce qu'elle peut être une cible. Là, en l'occurrence, c'est la vérité, car on pourrait simplement jouer cavalier C6, coup de la partie, et en fait, on attaque la dame simplement. Donc ici, le coup qui a été joué, c'est dame D1, c'est sans doute la meilleure case de repli pour la dame. Mais en fait, pour vous montrer à quel point cette dame peut être vulnérable, si on joue dame D3 par exemple, je pense que les noirs peuvent envoyer D5 et sur pion prend faire cavalier B4. Et on pose encore une fois des problèmes sur la dame. Ce cavalier, ce cavalier il vise D5 et peut-être qu'il a des vues sur C2. Donc voilà, ça je recommande vraiment pas. Donc ici, voilà, dame D1. Donc fou C5, voilà, il développe une pièce légère, c'est très bien. Ça c'est top. Cavalier F3. Ouais, premier point négatif, il a joué le coup H6. Donc H6, c'est pas un coup catastrophique, hein, mais ça c'est en fait un peu à rien malheureusement. Pourquoi ça sert à rien? Bon, j'ai bien compris ce qu'il veut faire, hein, quand il joue H6. En fait, il a peur sur cavalier F6 de se prendre le coup fou G5. Mais voilà, d'une part, ce fou G5 maintenant, il marche pas trop. Je pense qu'on peut simplement jouer H6, fou H4 et G5, fou G3. Et en fait, ça peut sembler bizarre d'affaiblir l'aile roi dans l'ouverture, parce qu'a priori les noirs vont roquer dessus. Mais en fait, comme on a une avance de développement, c'est pas si grave. Donc voilà, ça doit être très correct pour les noirs, à mon avis. Et surtout, hein, c'est pas le plus important. Le plus important, en fait, c'est ici, c'est qu'il y a une tactique, hein, qui donne un énorme avantage pour les noirs. Je vous laisse mettre sur pause, hein, pour les autres, c'est très intéressant. Ouais. Ici, le meilleur coup, c'est cavalier E4. Cavalier E4, très joli. Par exemple, si les blancs prennent la dame en D8, et ben on peut faire échec et mat avec fou prend F2. Donc les blancs ne peuvent pas manger la dame. Et sur fou H4, par exemple, toujours en essayant de défendre F2, on peut faire dame prend H4, cavalier prend H4 et pareil, fou prend F2, échec et mat. Donc ici, pour vous montrer le désespoir des blancs, le meilleur coup c'est fou E3, défendre F2 simplement, mais ici on fait fou prend E3, pion prend E3, et la structure de pion est catastrophique, ce fou il va avoir du mal à sortir, ça va affaiblir le roi blanc, donc en fait ici les noirs ont déjà un énorme avantage.
Donc voilà, il avait vraiment pas à avoir peur du coup fou G5 dans cette position. Donc ok, donc là il a joué H6. Donc ok, E3. E3 un peu bizarre parce que d'un côté ça permet au fou de blanc de sortir, mais celui-là il va pas sortir facilement. Enfin il devra sortir avec B3, fou B2, mais c'est un petit peu lent. Peut-être que le plus précis je pense ici c'est cavalier C3, hein, surtout pour empêcher D5. Parce que là c'est l'un des enjeux majeurs aussi de cette position, en fait c'est la poussée de D5 pour les noirs, c'est-à-dire que si les noirs poussent D5, c'est sûr que les noirs ont égalisé, voire sont un petit peu mieux. Donc voilà, E3, cavalier F6. Donc normalement ici on prépare D5, fou E2. Donc ici je pense qu'il fallait jouer D5 tout de suite, ne pas se priver. Là Hugo a choisi de faire rock, donc il respecte les principes des ouvertures, il n'y a pas de problème avec ça, c'est un coup très correct. Mais peut-être que c'est un tout petit peu moins précis parce que maintenant il y aurait cavalier C3. Et en fait maintenant D5 est un peu moins facile qu'avant à pousser, on ne peut pas le faire ici tout simplement parce qu'il y aurait déjà 3 défenseurs sur la case D5. Donc voilà, c'est du détail, mais dans les ouvertures, chaque détail a son importance. C'est pour ça d'ailleurs, en fait, il ne faut pas se précipiter quand on joue l'ouverture, c'est quand même une phase assez importante. Donc là, il continue avec tour E8, pardon, il a fait petit rock l'adversaire. Hugo continue par tour E8. Tour E8, c'est un coup normal, hein, on sort une tour, on la met sur une colonne semi-ouverte, il n'y a pas de problème. Et l'adversaire joue à 3. Hugo joue à 6. À 6, c'est pas mauvais, mais bon, je pense que symboliquement, ici, on peut faire A5 pour empêcher B4. Je pense qu'on peut même envoyer D5 aussi. Enfin, voilà, ces deux coups étaient très bien. Donc A6, B4. Fou A7. Donc voilà, Hugo, déjà ce qui est bien, enfin je l'ai pas dit, mais on voit que Hugo n'est pas non plus débutant parce que globalement il respecte les principes d'ouverture, il lâche pas ses pièces. Donc voilà, on voit que c'est quand même un joueur à 1600 sur Chess.com, hein, ça a l'air. Donc c'est quand même, il n'y a pas de grosse faute observée pour l'instant. Ouais, ici important quand même, là je te donne un petit détail technique Hugo. Fou A7, le danger, pas tout de suite, hein, mais c'est peut-être que ton fou soit pas très fort. Par exemple, ce fou A7, quand on regarde bien, en fait, il tape un peu dans un mur. Il tape sur E3 qui est soutenu par F2. Donc globalement, ce fou, il n'est pas si bien placé. Bon, bien sûr, t'as pas à craindre les coups comme C5 pour l'instant, parce que je pense que sur C5, tu peux simplement briser le centre, enfin briser C5 avec D6. Donc voilà, C5, c'est pas trop à craindre, mais juste, je pense que ce fou, c'est pas sa case idéale. À mon avis, la case idéale pour le fou, c'est F8. C'est très thématique en fait de ramener le fou en F8 quand une tour est sortie en E8. Et en fait, bah, ce fou il va pouvoir un peu taper sur B4 A3. C'est pas naturel quand on n'a jamais vu ce thème en fait, mais c'est très souvent intéressant de choisir cette option. Donc ok, fou A7, fou B2, bon là il développe son fou. Pion D6, ouais, ici par contre c'est bien de faire pion D6. Avant on pouvait faire D5, mais maintenant D5 serait plus possible je pense à cause de C5. Et là effectivement le fou serait vraiment enfermé dans cette position. Ok, donc D6, cavalier BD2, fou D7. Ouais, ici, bon, c'est un peu du détail, mais ok, le fou, il est juste meilleur en F5, tout simplement, hein, sur la diagonale est libre pour le fou. Ça empêche le fou en E2 d'aller en D3, donc voilà, faut pas se priver, hein. Ne pas hésiter à prendre de l'espace avec ses pièces, de les placer sur les meilleures cases, hein. Parce qu'ici, le fou en D7, on voit pas trop à quoi il va servir. Donc, tour E1, dame E7, pareil, dame E7, c'est un coup très correct, il n'y a pas de problème. C'est un coup qui est souvent très thématique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va lier les tours simplement. Donc voilà, ça je pense que Hugo le sait, c'est bien. Globalement, il respecte bien les principes des ouvertures. Cavalier D4. Ok. Et là, c'est peut-être le petit moment où on peut réfléchir. Parce que là, il y a une pièce en prise. Donc là, Hugo a choisi le coup cavalier E4. Cavalier E4, c'est correct. Il essaye d'un peu améliorer son cavalier, de prendre de l'espace. Peut-être qu'ici, il aurait été possible de prendre en D4. Et sur pion prend, envoyer D5 par exemple. Et en fait, sur C5, c'est pas trop grave. Contrairement à la position précédente, ce fou A7, il est pas enfermé. Parce qu'on va réussir à faire C6 et le fou, il va sortir en B8. Donc il n'y aura pas de problème avec ça. Et sur fou prend D4, je pense bah, qu'on peut simplement faire fou prend, pion prend D5. Et ici, il n'y a aucun problème pour les noirs, hein. Les noirs ont au moins obtenu l'égalisation dans cette position. Donc ouais, c'était peut-être la meilleure décision à prendre. Donc ici, il va jouer le coup cavalier E4. Cavalier prend E4, cavalier prend D4, E prend D4, dame prend D4, fou F3. Donc là, toutes les pièces s'échangent un petit peu. Ça va rentrer en finale, hein. Donc ici, bah, dame prend E1, c'est relativement forcé. Dame prend E1, tour prend E1, tour prend. Et là, c'est cool parce que pour mon barème,
j'ai une partie en fait j'ai une partie pour les finales. Et c'est vrai que si j'avais pas trop de finales, je sais pas comment j'aurais pu déposer une note. Donc c'est bien qu'il y ait une finale. Donc ok, vu qu'on arrive en finale, il faut essayer d'analyser la position. Donc comment on va évaluer cette position? Ici, je pense que c'est relativement égal, mais les blancs sont symboliquement un petit peu mieux. Pourquoi? Parce que les blancs ont quand même un avantage d'espace. Et peut-être que le fou de case blanche est plus actif que le fou en D7 en comparaison. Peut-être que voilà, peut-être les pièces sont un peu plus actives. Donc peut-être qu'ici c'est un petit avantage pour les blancs, mais pas grand-chose honnêtement. Donc déjà, à ce moment-là, bah, la première chose à faire, c'est qu'on voit qu'un pion B7 est attaqué. Donc Hugo va jouer le coup pion C6. Donc ça c'est un coup très bien. Ne pas donner de pion dans le vide comme ça. L'adversaire va répondre par H3. Je pense que certains d'entre vous pourraient avoir peur du coup tour au 7, parce qu'en général on dit qu'il faut surtout pas laisser une tour rentrer sur l'avant-dernière rangée. Mais dans ce cas de figure, tour au 7 ce serait pas grave, parce qu'on pourrait simplement faire tour D8, défend le fou. Et prochain coup on ferait roi F8 en fait, et la tour devrait partir. Donc il n'y a pas trop de soucis à avoir, à se faire. Donc ok, H3, tour E8, donc il propose l'échange des tours. Bon, voilà, ça c'est correct, mais on peut aussi faire roi F8 et mettre une tour sur la colonne C ou la colonne D peut-être. Bon, voilà. C'est du détail en tout cas, tour E8. Après, ça dépend aussi de nos ambitions dans la partie, c'est-à-dire que je pense que si on veut essayer de trouver plus de dynamisme, et bah, c'est mieux de garder les tours a priori. Mais en même temps, vu que cette tour elle contrôle la colonne ouverte, c'est aussi très légitime de vouloir l'échanger. Donc en fait, je pense que tour E8 n'est pas forcément moins bon que ce que j'ai proposé. Tour prend E8, fou prend E8, D5. D5, c'est pas mauvais, je pense. Bah, au moins, ça lui permet d'activer son fou de case noire. Donc D5, c'est pas mal. Lui, il va jouer pion F6, c'est pas mauvais aussi. En fait, il permet un peu de solidifier la structure et comme ça, le roi, il pourra partir, il pourra quitter G7 en fait. En fait, c'est bien en général de mettre un pion comme ça devant un fou, ça permet un peu de rendre ce fou moins fort. Donc ça, c'est pas mal. L'adversaire, il joue fou G4. Ça semble bien sur le papier. En fait, son idée, je pense, c'est d'amener le fou en E6, peut-être. Mais là, le souci, en fait, et Hugo a très bien réagi, c'est qu'en fait, il se rend compte que ce pion D5, en fait, quand il n'y a plus le fou en F3, parce que du coup, chaque coup a un avantage-inconvénient. Là, l'inconvénient de ce coup, c'est que le fou F3, il contrôle plus D5. Et maintenant, on peut prendre en D5, il reprend. Et là, en fait, il remarque en fait, que ce pion D5 est très faible. Maintenant, il peut jouer fou F7. Et là, le petit avantage qu'avaient les blancs, il s'est complètement évaporé, hein. Ici, je pense que c'est égal. Voire peut-être que les noirs peuvent embêter un petit peu les blancs à cause de ce pion D5 qui est plus fragile que ce pion D6. Et voilà, ici sur fou E6, bien sûr que ça marcherait pas du tout, hein. Fou prend, pion prend, roi F8. Et on va réussir à récupérer ce pion E6 assez facilement. Donc, ouais. Ici, fou F7, c'est très bien joué ça. Fou F3. Roi F8, c'est bien. Maintenant que ces fous sont bien placés, il va mettre son roi vers le centre. Donc ça, c'est très bien joué aussi, j'aime bien. Fou C1, pion G5. Pion G5, c'est pas mal du tout. Ici, par contre, on pourrait jouer un petit peu mieux, je pense. On pourrait aussi... Donc, pareil, hein, même question que tout à l'heure. C'est quoi l'inconvénient, en fait, que le fou soit... Que le fou ait quitté la case B2, en fait. C'est que, du coup, le fou ne contrôle plus la diagonale. Donc ici, on aurait simplement pu améliorer notre fou en A7 en le mettant en D4. Et on verrait ici que ce fou, il contrôle, il est beaucoup plus actif. Donc voilà, fou D4, ça aurait été un très bon coup. Et un peu pour vous donner un exemple, sur un coup mauvais comme fou E3, et les noirs peuvent faire fou B2 en fait, et déjà on pourrait gagner le pion. A4, on fait fou E8. Et en fait, il y aurait déjà un pion de perdu, par exemple sur A5, on fait fou C3, et voilà, le pion B4 il va tomber. Donc c'est vraiment pour vous montrer en fait comment les fous sont importants à... Il est important d'améliorer nos pièces en finale notamment. Donc ouais, fou B4, fou D4 ça aurait été meilleur, genre, ça ne fait aucun doute, mais ok. G5, roi F1, roi E7, roi E2, fou G6. Pas mal du tout, hein. Fou G6 c'est bien, c'est une très bonne case pour le fou. Là il joue fou E3. Fou E3 c'est une bonne chose, hein. Échanger... Je pense que voilà, ce fou il a quand même plus de potentiel que ce fou E3, donc c'est bien pour les blancs de proposer l'échange. Donc fou prend, voilà. Ici, voilà, si les blancs avaient fait roi prend E3, je pense que c'était une finale relativement égale. Peut-être qu'on peut chipoter en se disant que en fait,
bah, les blancs en fait ont un pion isolé sur case blanche et on a le fou sur case blanche, tandis que le fou des blancs en fait il est sur la case opposée du pion D6 en fait, c'est pas les mêmes couleurs. Donc peut-être que symboliquement les noirs auraient une toute petite pression, mais c'est vraiment pas assez pour gagner la partie. Donc voilà, ici roi prend U3, je pense que ce serait relativement dirigé vers match nul. Et là, les blancs font une grosse faute et font pion prend U3. Alors pion prend U3 c'est une faute, mais pourquoi c'est une faute? Bon déjà dans un premier temps en fait bah, la structure, bah, du coup ça fait un îlot de pion supplémentaire, ça c'est le premier inconvénient. Et le deuxième inconvénient en fait, et que en fait il faut trouver le coup, c'est que ce pion E3 en fait il peut être une gêne pour les blancs. Et Hugo a très très bien réagi ici. En fait, disons, pour illustrer que si les blancs, les noirs, pardon, jouent un peu mollement, par exemple, je sais pas, avec fou F7 par exemple, et bah ici, si les blancs font E4, là c'est complètement égal, c'est sûr. Il n'y a aucun problème. Mais si en fait, si on arrive à empêcher E4, et ben on peut pousser F5, c'est ce qui a été joué dans la partie, ça c'est un très joli coup. Et du coup, bah, ce pion E4, il n'arrive pas à être avancé. Et l'avantage, c'est quoi? Bah, c'est que ça donne de l'espace pour les noirs et ça me donne aussi la case E5 pour le roi, potentiellement. Et donc, bah, en fait, ce pion D5 est d'autant plus faible. Donc voilà, ça c'est très bien joué F5, c'est un bon coup stratégique. Là, l'adversaire continue par G4. Roi F6, améliore le roi, c'est très bien joué. Le roi, il va aller en E5, c'est exactement ce qu'il faut faire. Roi E3, roi E5. Et voilà, ok. Hugo s'est un peu précipité ici. Mais ici, les noirs pouvaient gagner avec une tactique assez simple. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez chercher. Ici, il y avait simplement pion prend G4. Pion prend G4, en fait, échec au roi, attaque le fou. Donc voilà, si le roi bouge, on gagne la pièce. Voilà, et c'est terminé, c'est abandon. Et si le fou va en E4, on peut simplement on peut simplement prendre en H3, en fait. Et ici, les blancs ne peuvent plus arrêter le pion H3 qui va se promouvoir en dame. Donc ce sera gagnant aussi. Donc voilà, ici l'adversaire aurait pu abandonner là-dessus. Donc voilà, ça c'est une tactique qui est un peu ratée. Et en fait, à mon avis, c'est arrivé parce que bah, Hugo était très content d'amener le roi en E5. Mais voilà, même quand on est content de réaliser un plan, ça c'est un peu humain, c'est-à-dire que quand on a une idée en tête, on reste un peu rigide sur cette idée. Mais voilà, toujours se demander si on peut jouer un meilleur coup à chaque instant. Donc roi E5, bien sûr, ça reste très très fort pour les noirs, mais il y avait un gain possible dans cette position. Pion prend F5, fou prend F5. Ok, bah attaque le roi, le pion en même temps. E4, fou prend H3. Donc là, par contre, on tombe dans une finale qui a l'air vraiment gagnante à cause des deux pions qui sont passés. Donc voilà, en général, ça c'est vraiment décisif comme avantage. En plus, pour couronner le tout, bah, ces pions-là, ils sont sur case blanche. Le roi est en E5. Donc là, ça se voit que ça va gagner. On va un peu accélérer. Fou H5, G4, roi E3, B6, fou G6, fou G2, ok. Ok, là, il joue roi F2, mais globalement, il n'y a pas trop d'espoir ici. Bah, les blancs sont un peu en zigzag en fait, parce que si les blancs veulent essayer de garder le pion, en jouant, je sais pas, par exemple, en jouant fou F5, et ben on pousse H5 en fait, et ces pions ils vont finir par avancer tôt ou tard. Donc ok, bah, il n'y a pas trop d'options. Roi F2, fou prend, roi prend, roi G3, et ici voilà, une finale totalement gagnante, très facile à gagner pour Hugo, je pense, il le sait. Donc, il mange le pion, le roi blanc prend G4. Et voilà, il va s'en prendre aux options et ça va vite finir par gagner. On va un peu accélérer. Ouais, ici, c'est abandon. Donc, victoire d'Hugo. Globalement, ce que je pense de la partie, c'est que bon, moi, je faisais beaucoup de commentaires parce que le but aussi, voilà, c'est d'apporter les choses. Mais globalement, c'est une partie assez propre hein, pour son Elo. Voilà, pour dire les points vraiment négatifs, voilà, je pense que son ouverture, elle est vraiment mauvaise par contre. Mais la preuve en est finalement que vos parties ne se jouent vraiment pas aux ouvertures, parce que même en jouant une ouverture catastrophique, on peut obtenir une bonne position. Donc en ouverture, c'était vraiment pas mal. En milieu de partie, bah, globalement, il a fait des bonnes. Même en stratégie, il a fait des bonnes choses. Hein. Par exemple, un très bon coup, par exemple. Ouais, F5, c'est un super coup, c'est un coup très important dans cette position. Il y avait quoi d'autre que j'ai bien aimé ici? En finale, c'était pas mal aussi. Quand il a poussé F6, il a essayé d'activer son roi. Donc ça, c'est plutôt bien joué. Quoi d'autre? Ouais, non, milieu de partie, sinon, bah, globalement, assez solide. Ouverture, hormis son ouverture qui était pas bonne, il a vraiment respecté les principes des ouvertures. Donc, il a obtenu une position totalement décente.
Et en finale, je trouve qu'en finale, il s'est très bien débrouillé. En tout cas, il a beaucoup mieux joué que son adversaire, hein. Il était très précis. Il a sorti son roi. Il a sorti son roi en finale. Il a bien poussé ses pions. Donc, ouais, partie relativement propre. En tactique, il a raté comme un truc super important. Bon, après, ça restait une position très bien pour lui, mais il a raté pion prend G4, hein, voilà, ça c'est une tactique assez simple. On la trouve. Ça permet de finir la partie tout de suite. Donc c'est toujours mieux de finir une partie facilement, hein. Autant ne pas se prendre la tête. Mais voilà, pour donner une note, moi je pense que je vais lui attribuer la note de 16 sur 20. Donc 16 sur 20, partie très propre. Je pourrais mettre 17 sur 20 parce que son pseudo il est assez marrant. Donc peut-être un petit point bonus pour son pseudo. Voilà, en tout cas, j'espère que ce format il vous aura plu. Voilà, soyez pas timide, envoyez-moi vos parties, hein, globalement. Je m'adapte à votre niveau, c'est-à-dire que je donne des commentaires adaptés à votre elo pour vraiment maximiser la progression. Donc n'hésitez pas, et nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!